Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire sur le thème du plastique et du recyclage, quelles solutions pour l'emballage de demain. Nous nous présentons Gwenaëlle Joly, acheteuse axée sur les accessoires d'emballage, de bouchage, de pompes et sprays, et également les emballages verts, référente sur l'éco-emballage chez Fidel Fio. Et Aurore Monnier, acheteuse flaconnage plastique et responsable de l'offre B2C. Nous laissons la parole à Jacques de Sonis, directeur général de Fidel Fio, pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire Fidel Fio et je vous en remercie. Je suis Jacques de Sonis et j'ai la joie de vous accueillir et d'introduire ce webinaire en tant que directeur général du groupe Fidel Fio. Nous avons décidé de réaliser ce webinaire pour deux raisons essentielles. La première, c'est comme vous le savez, le contexte sanitaire nous empêche de pouvoir faire nos traditionnels salons en présentiel qui sont une belle occasion pour nous de rencontrer nos clients et nos fournisseurs. Néanmoins, nous voulons en profiter pour témoigner avec force que toute crise est une magnifique occasion de se réinventer, d'innover, de changer de modèle. Et c'est pour cela que nous avons décidé de tenter l'aventure avec ce webinaire qui est une première pour nous. La deuxième raison, c'est que c'est une magnifique occasion pour nous de témoigner de notre raison d'être, de cette mission que nous nous fixons au quotidien avec les équipes. Petite parenthèse pour Fidel Fio, pour ceux qui ne nous connaissent éventuellement pas bien. Fidel Fio est une entreprise familiale, quasi centenaire, qui est leader français de la distribution de contenants de toute taille, de tout type de matière, pour différents marchés, que ce soit l'industrie, la chimie, la cosmétique et la santé, ou encore l'alimentaire. Nous sommes présents à travers 6 agences en France, à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon et Nancy, et appuyés de 150 collaborateurs extrêmement motivés, nous réalisons 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance régulière depuis des années. Revenons maintenant à la mission de Fidel Fio, et puis à ce qui nous rassemble spécifiquement pour ce webinaire. Vous le constatez au quotidien et c'est une excellente nouvelle. Nous sommes tous et chacun de plus en plus conscients de notre responsabilité environnementale. L'un des défis majeurs pour notre planète est de réduire notre production de déchets. Et pour réduire les déchets, on pense bien évidemment à l'emballage, puisque tout emballage a principalement vocation à être jeté une fois son contenu extrait. Alors vous l'imaginez bien, en tant qu'acteur majeur de l'emballage, comme je venais de le dire, Fidel Fio est en première ligne sur ce sujet. Et nous avons 3 attitudes possibles face à une telle situation. La première attitude serait une position défensive, qui se contenterait de reléguer cette position écologique à une utopie naïve, bien loin des contraintes du quotidien et du business pragmatique. La deuxième attitude, ce serait un comportement plus attentiste et opportuniste, qui se contenterait d'observer les mouvements du marché et de suivre une fois que tout le monde aurait décidé de prendre le mouvement. Et la troisième attitude est une réelle prise de conscience courageuse et écologique qui implique d'agir concrètement en étant un moteur sur notre marché auprès de tous nos partenaires. Et c'est en conscience cette troisième voie dans laquelle Fidel Fio s'engage avec détermination. Notre mission est d'agir activement auprès de nos clients et partenaires fournisseurs pour promouvoir des emballages éco-responsables. Et c'est tout l'objet de ce webinaire. Nous allons évoquer plusieurs pistes durant le webinaire et je laisse pour cela la main à nos 2 expertes acheteuses que je remercie encore une fois pour tout l'enthousiasme et l'énergie qu'elles ont mis dans ce beau projet. J'en profite également pour remercier toute l'équipe de l'ombre qui œuvrait pour que ce webinaire réponde au mieux à vos attentes. Merci à tous et bon webinaire. Merci Jacques. Voici donc le programme de notre intervention. Nous allons parler de notre approche éco-responsable, de ce qu'est un emballage recyclable, comment l'identifier. Nous parlerons aussi d'éco-conception, des matières recyclables et nous finirons avec un résumé et les liens utiles. Nous passerons ensuite à la partie questions. Nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation sur le chat. Nous reprendrons pendant ce temps consacré un maximum de questions. Sur l'approche éco-responsable de Fidel Fio. Elle est partagée entre une démarche et une offre. La démarche consiste à réduire notre impact écologique en triant nos déchets d'industriels et en les envoyant au recyclage. Les cartons, les films palettes, les papiers, etc. Nous travaillons également avec des transporteurs qui ont une flotte en conformité avec la norme Euro 6, qui est une norme anti-pollution européenne, et des chauffeurs formés à l'éco-conduite. Nous travaillons aussi avec des partenaires de proximité. 99% de nos fournisseurs sont localisés sur le continent européen, dont 44% en France.
Et enfin, nous digitalisons un maximum pour réduire l'utilisation de papier, dématérialisation des factures, des bulletins de paie. Et aussi, nous avons mis en place des outils de visioconférence, de formation en distanciel pour limiter les déplacements de nos collaborateurs. Voici pour notre démarche. Concernant l'offre éco-responsable Fidèle Fio fait partie de notre offre plus large d'emballage. Elle repose aujourd'hui sur 4 piliers. L'emballage à partir de matières recyclées. Nous avons 2 types de matières recyclées. Le PCR, Post-Consumer Recycling, c'est de la matière produite à partir de ce que vous mettez dans votre poubelle de recyclage. Et le PIR, Post-Industrial Recycling, c'est de la matière issue du process industriel qui n'est pas arrivée chez le consommateur, donc qui n'a pas contenu quelque chose. Dans cette offre, nous proposons des flacons, RPE, RPET, des palettes, des seaux, des fûts, des accessoires, etc. C'est aujourd'hui l'offre qui est la plus développée chez Fidèle Fio. Deuxième pilier, l'emballage à partir de matières biosourcées. Biosourcée signifie que la matière provient d'une source végétale, contrairement à la matière première vierge qui est d'origine fossile. On vient faire exactement la même molécule, mais avec une source végétale. Nous proposons ainsi des flacons PEHD biosourcés à 100% s'ils sont naturels, et nous proposons des emballages en PET, flacons et pots, à hauteur de 30%, puisque aujourd'hui il n'est techniquement pas possible de faire plus sur le PET. Mais attention, biosourcé ne signifie pas forcément compostable. Ces 2 termes ne sont pas à amalgamer. Oui, biosourcé signifie, comme je viens de le dire, que la matière a une source d'origine végétale. Compostable, s'il est industriel, c'est défini par une norme européenne, la norme EN 13432. Elle indique que le matériau doit se dégrader à 90% dans un maximum de 6 mois sous l'action de micro-organismes dans des conditions spécifiques de température et d'humidité. Il conviendra de différencier le compostage industriel du compostage domestique, appelé aussi home compost, qui lui peut être réalisé par un particulier dans son jardin dans des conditions naturelles qui ne sont pas vraiment contrôlées. En France, la filière de collecte et de compostage industriel est limitée car elle couvre 5% de la population. Troisième pilier de notre offre, c'est l'emballage dit reuse qui aujourd'hui existe depuis une dizaine d'années chez Fidèle Fio, avec notamment des cuves lavées, rénovées ou des poches remplacées. Ici, on vient réutiliser des emballages en les rénovant, en les lavant ou en changeant une partie pour éviter de créer un déchet supplémentaire. Donc on va parler ici de réemploi. Et dernier pilier de notre offre, ce sont les éco-concepts qui présentent donc une conception éco-responsable, thème que Gwenaëlle va développer tout à l'heure. Mais finalement, qu'est-ce qu'un emballage recyclable ? Donc, en fait, nous ne parlerons ici que du contexte français, afin de ne pas nous perdre dans les lois et directives européennes et propres à chaque État membre. À l'échelle française, un emballage est donc... Un emballage qui est recyclable est un emballage que l'on peut collecter, trier et recycler sur le territoire national et selon les infrastructures et procédés existants. Le tri, lui, il se passe à 2 échelles, celui du consommateur dans un premier temps et celui du centre de tri dans un second temps. Quant au territoire national, chaque pays a des infrastructures qui peuvent être différentes, donc amener des matières recyclables différentes. Il peut y avoir également des initiatives de société ou des initiatives volontaires plus larges, comme la Fondation Ellen MacArthur, qui a pour mission personnelle d'accélérer la transition vers l'économie circulaire. L'objectif du recyclage est donc double, la réutilisation de nos déchets et la diminution de l'utilisation de matières vierges fossiles. On compte aujourd'hui en France 176 centres de tri. Le tri s'y fait soit manuellement, soit mécaniquement. Mais le tri manuel, cependant, disparaît petit à petit au profit du tri mécanique qui est plus efficace finalement. L'objectif de l'État français est donc d'accompagner financièrement leur transformation afin de les moderniser pour en faire des centres mieux équipés et plus efficaces en termes de rendement.
Donc aujourd'hui, on a parlé du tri mécanique qui est en place. La structure chimique des matières est donc conservée et on en fait des matières premières secondaires. Le recyclage chimique, quant à lui, il est déjà en cours, mais il va s'amplifier d'ici 5 à 10 ans. Lui, il modifie la structure chimique de la matière pour avoir des molécules plus courtes et ensuite amener des nouvelles réactions chimiques. Et l'idée, c'est d'avoir une matière qui est finalement améliorée, la matière recyclée améliorée. D'ailleurs, Sabic et Aptar, en partenariat avec Origins et Estée Lauder, viennent de lancer un tube recyclé chimiquement avec des performances similaires à une résine vierge. Tout à fait. Et le recyclage enzymatique, il est quant à lui actuellement à l'état de projet, car il n'est pas mis en place de manière industrielle. Il permettra de faire ressortir une matière considérée comme première finalement. Plus précisément, Carbios a inventé en 2018 une enzyme à mélanger avec les déchets plastiques afin de créer une nouvelle matière et des nouvelles molécules équivalentes à celles d'une matière vierge. Et dernièrement, des chercheurs de l'université de Portsmouth viennent de créer une super enzyme qui peut dévorer le plastique en quelques heures à une température de 20 degrés Celsius. C'est un pas vers la fabrication d'enzymes plus rapides et plus pertinentes sur le plan industriel et une opportunité de recycler le plastique à l'infini. Donc au final, en fait, ces différentes techniques de recyclage se complètent mais ne se remplacent pas, car elles sont toutes nécessaires selon le type d'emballage que l'on souhaite recycler. Elles devront amener à une matière recyclée présentant une qualité la plus proche d'une matière vierge, tout en utilisant un procédé le moins polluant possible. Et puis d'un point de vue économique finalement, et qui fait écho à la slide précédente, plus le recyclage sera amélioré, moins l'État sera impacté par la taxe plastique qui a été signée en juillet dernier et qui prendra effet en 2021. Et l'Europe précise bien que cette taxe ne concerne pas les emballages en plastique en tant que tels, mais leur non-recyclage. Charge à l'État d'améliorer ses infrastructures pour minorer finalement cette taxe plastique. Comment on identifie un emballage recyclable ? Alors, il existe aujourd'hui différents logos qui vont venir se simplifier à partir de 2021. Donc dans un premier temps, le ruban de Mobius, qui existe depuis 1970 et qui, sans chiffre à l'intérieur ni pourcentage, signifie que l'emballage est 100% recyclable. Il n'est à ne pas confondre avec le point vert. En effet, celui-ci signifie que l'entreprise qui met le produit sur le marché verse une contribution à Citeo. Ce logo est amené à disparaître de toute façon car il prête à confusion et son utilisation sera d'ailleurs sanctionnable en France à partir de 2021. Et il y a une autre utilisation du ruban de Mobius avec un pourcentage en son centre et à ce moment-là il ne signifie plus que l'emballage est recyclable mais qu'il contient une partie de matière recyclée et qui correspond finalement à ce pourcentage. Le logo Triman. Donc lui, il est à poser aujourd'hui dès aujourd'hui si l'un des éléments de l'emballage est recyclable, a une filière de recyclage. Le logo de Triman deviendra obligatoire pour tout type d'emballage dès 2022. L'idéal est de le compléter par les consignes de tri afin d'obtenir un bonus plus intéressant vis-à-vis de la taxe Citeo. Et dès 2021, il devra apparaître soit sur les emballages, soit sur leur emballage ou sur les documents fournis avec le produit. Et cela concerne les emballages ménagers. Mais qu'est-ce qu'un emballage ménager finalement ? Donc ça c'est le code de l'environnement qui le dit. Il correspond à un emballage d'un produit vendu ou remis gratuitement à un ménage et qui est mis sur le marché en vue de la consommation ou de l'utilisation du produit qu'il contient par un ménage. En somme, ce sont les emballages consommés ou utilisés par toute personne physique à des fins privées, au domicile ou hors domicile, à la différence des emballages industriels et commerciaux. Donc finalement, on ne mettra plus uniquement des emballages dans la poubelle jaune pour qu'ils soient recyclés, mais on mettra des emballages dans la poubelle jaune pour qu'ils soient triés et que les centres de tri puissent avoir une vision de quantitatif concerné, afin de pouvoir évaluer s'il est possible et surtout rentable de développer une filière de recyclage et un circuit de recyclage associé.
Donc, par exemple, les pots PS, les pots de yaourt en polystyrène, en PS. Donc le pot de yaourt est aujourd'hui tellement optimisé en termes de poids et de productivité qu'il ne serait pas opportun en termes de bilan carbone de changer de matière. Par contre, les volumes sont tellement importants qu'il devient possible de développer une filière de recyclage. Et en Suisse, l'utilisation du PS recyclé apte au contact alimentaire est en cours de test. Quels sont les acteurs du recyclage ? Alors, il y a différents acteurs du recyclage qui animent le marché français. Donc, il existe l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou aujourd'hui plus communément appelée Agence de la transition écologique. C'est un établissement public sous la tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Il a pour but de conseiller, faciliter et d'aider au financement de nombreux projets dans des domaines comme l'économie circulaire et la gestion des déchets. Citeo, qui est une entreprise privée quant à elle et qui est spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers. Elle œuvre pour réduire l'impact environnemental des emballages en les transformant en nouvelles ressources. Plus globalement, Citeo et Valorplast, dont je viens de vous parler, se sont joints à Ellipso, association professionnelle représentant les fabricants d'emballages plastiques. Et en 2001, ils ont créé le COTREP, Comité technique pour le recyclage des emballages plastiques, afin d'accompagner les industriels dans le développement de solutions d'emballage plastique recyclables en France. Et puis, plus récemment, le Syndicat national des régénérateurs de matières plastiques, SRP, a intégré le comité à peu près depuis un mois finalement. Et son expérience dans le recyclage du PET, du PE et du PP vient renforcer l'expertise des membres du COTREP. Et quel est le but commun de ces différents organismes ? Donc le but finalement c'est de créer un cercle vertueux. Plus leur projet sera amené à bien, plus il y aura d'emballages recyclables sur le territoire, plus il y aura donc de matières recyclées disponibles pour créer de nouveaux emballages, et moins on utilisera de matières fossiles. Donc ensuite, on part vers l'éco-conception. Afin d'envisager les solutions pour l'emballage de demain, on est obligé d'envisager l'éco-conception. Mais elle a un cadre aujourd'hui, et ce cadre-là, en France, c'est la loi AGEC, ou loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc ça, elle date du 10 février 2020. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, quand l'Europe donne pour objectif d'atteindre un taux de recyclage des emballages en plastique de 50% en 2025 et de 55% en 2030, la France, elle, va plus loin et elle indique que nous devons tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Concernant les emballages plastiques à usage unique, et puis même les autres emballages, finalement, elle donne pour axe stratégique d'ici 2022 les 3 R. La réduction dans un premier temps, le réemploi ou la réutilisation et le recyclage. Concernant ce deuxième R, elle donne comme nouvel objectif d'atteindre 5% d'emballages réemployés en 2023 et 10% en 2027. Quel est le but de cette loi ? Alors cette loi a pour but de simplifier le geste de tri. Cela passera entre autres par l'harmonisation de la couleur des poubelles dès 2022, du logo Triman afin de rendre le tri plus efficace grâce à l'utilisation d'un logo unique accompagné de ses modalités de tri. Et elle envisage également la possibilité de remettre en place le système de consigne. De plus, elle renforce la responsabilité élargie du producteur, ou la REP, en rendant responsable le fabricant ou le distributeur d'un produit, donc d'un produit conditionné dans un emballage, du financement de sa fin de vie grâce à un système de bonus-malus applicable aux emballages ménagers, et repris dans la grille tarifaire 2021 de Citeo. Leur but est d'encourager l'éco-conception des emballages, de sensibiliser au geste de tri, comme on l'a dit, mais également finalement d'encourager l'abandon des emballages non recyclables ou perturbateurs du recyclage. L'autre objectif de la loi AGEC est de pousser à la réflexion les différents acteurs du marché autour de l'analyse du cycle de vie. Et c'est quoi l'analyse du cycle de vie ? Voici l'analyse du cycle de vie, ou ACV. C'est un outil qui permet d'éco-concevoir les produits de demain afin de réduire leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie. C'est une approche
multi-étapes, donc comme vous pouvez le voir sur la slide à gauche, et multi-critères. Elle prend en compte les consommations de matière, d'énergie, les rejets dans les milieux naturels et les effets finalement sur le climat et la biodiversité. Le but de l'éco-conception, c'est de valider un maximum de critères présents dans les 3 R que nous venons de voir. Donc, dans un premier temps, la réduction, donc c'est-à-dire la réduction de l'utilisation de matières premières fossiles, la réduction de l'énergie consommée à l'extraction de la matière et l'énergie consommée lors de la production de l'emballage. Le poids de l'emballage à réduire, l'impact du transport et, comme on disait, les effets sur le climat et la biodiversité. Et pour finir, les 2 autres R, de favoriser le réemploi de l'emballage et la recyclabilité, sa recyclabilité selon les infrastructures et process existants sur le territoire national. Mais donc dans ce cadre, chez Fidèle Fillot, nous avons différentes matières. Quelles sont les matières recyclables, plastiques et alternatives sur le marché? C'est Aurore qui va nous en parler. Ici, l'objectif, c'est de présenter ce qui est recyclable, comment les usages et les avantages. Alors, bonne nouvelle, ce qu'on va vous présenter dans ce slide, ce ne sont que des matières recyclables. On a le PET et RPET, toutes les deux sont recyclables. Le PET recyclé, quel que soit son pourcentage de matière recyclée, même 100%, est recyclable. Une bouteille de PET va pouvoir être recyclée un certain nombre de fois. Ce sont les centres de traitement qui vont venir stopper le bottle to bottle, de faire une autre bouteille, quand la matière sera trop dégradée. La matière recyclée va alors servir à faire autre chose qu'une bouteille, du matériau d'isolation, des moquettes, des vêtements polaires, etc. La filière de recyclage du PET est bien développée en France et en Europe et on arrive à sortir chimiquement une matière alimentaire, une matière recyclée alimentaire. Le bio-PET est également recyclable sans perturber les filières de tri et de traitement. L'avantage du PET, c'est que c'est son poids, il est léger, il nécessite peu d'énergie à sa fabrication et à sa transformation, son aspect qui est proche de celui du verre et sa solidité. On a ensuite dans cette famille de plastiques le PEHD et le PEHD recyclé qui sont recyclables tous les deux. En France, on vient collecter, trier et traiter des flacons bidons de lessive adoucissant et des flacons d'hygiène corporelle. Donc, par ce qu'ils ont contenu, ces flacons, il n'est pas possible aujourd'hui en France de sortir de la matière alimentaire de cette filière. Et vous aurez pu le constater peut-être, le RPEHD peut présenter des odeurs résiduelles de lessive. On peut néanmoins refaire un flacon avec du RPEHD qui servira à de la détergence ou de l'industrie. Le RPEHD va également servir à fabriquer d'autres produits qui ne sont pas des emballages, des poubelles, des tuyaux, des pièces de voiture, des arrosoirs, etc. Pour le PEHD biosourcé, il est recyclable au même titre, sans perturber la filière. L'avantage du PEHD, c'est sa résistance tant au contenu qu'au contenant. Et pour clore le chapitre du plastique, on va parler du polypropylène qui est polypropylène et polypropylène recyclé qui sont également de matière recyclable. Alors, effectivement, en théorie, le PP et son équivalent recyclé sont recyclables. Mais comme on le disait tout à l'heure, sur le territoire français, aujourd'hui, ce ne sont pas des matières qui sont recyclées, sauf si l'emballage a contenu des denrées sèches. Normalement, cette donnée devrait évoluer d'ici 2021 et rendre les emballages en PP en général recyclables. Donc le RPP possède des caractéristiques mécaniques intrinsèques différentes de la matière vierge. Les polymères peuvent être dégradés et l'emballage réalisé possède alors des caractéristiques techniques qui sont légèrement différentes à la matière vierge. Donc ça, on le constate à la résistance à la compression verticale et à la résistance à l'impact. Et aujourd'hui, les filières françaises ne permettent pas non plus de sortir une matière alimentaire. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on parlait effectivement du contexte
contexte français, mais en élargissant un petit peu dans le contexte européen, Unilever et Sabic ont travaillé ensemble début 2019 sur la fabrication de pots de glace en PP recyclés chimiquement et alimentaires. Vu que c'est de la glace. Il est donc possible de créer un emballage en PP recyclé alimentaire grâce aux procédés chimiques. Et cela même si la qualité, la matière est de faible qualité. C'est ce qu'ils assurent. Donc le polypropylène recyclé va être utilisé pour la fabrication de pièces automobiles, pare-chocs, habitacle et de tuyaux s'il ne sert pas à refaire un emballage. Et comme le PEHD, le polypropylène présente une bonne résistance aux produits chimiques. Il est également solide et léger. Donc ok pour le plastique. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler des autres matières ? Oui. On peut parler du métal qui, lui, est recyclable à l'infini. Donc je vais d'abord expliquer le process de recyclage. Les emballages métal et alu sont d'abord broyés, puis dirigés vers un four à basse température pour éliminer les impuretés, les étiquettes, les vernis, les lacs. Ensuite, ils vont être fondus à 1600 degrés, puis étirés sur table pour faire des barres, des bobines, etc. Ça dépend de la destination du produit. L'acier recyclé sera ensuite transformé soit en emballage, soit en d'autres choses, des emballages, des appareils ménagers, des armatures, des structures métalliques ou encore des pièces automobiles. L'aluminium recyclé, lui, se retrouve dans toutes les applications de l'aluminium de première fusion. Donc l'aluminium vierge, il ne perd aucune propriété physique, donc il va servir à faire des nouveaux emballages, des moteurs de voitures, des semelles de fer à repasser, mobilier, fenêtres, etc. Pour le verre, qui est également recyclable à l'infini. On estime aujourd'hui qu'en France, 80% des contenants en verre sont récupérés pour faire de nouveaux emballages en verre. D'ailleurs, les verriers s'engagent à reprendre le verre collecté par les collectivités et à le réintroduire dans leur four. L'utilisation du verre recyclé pour la fabrication de nouvelles bouteilles ou pots en verre réduit de manière importante l'empreinte carbone. Ça nécessite moins d'énergie que la production de nouveaux contenants en verre. Les contenants en verre contiennent du verre recyclé, appelé calcin. On estime 10 à 60% pour du verre transparent standard, j'entends standard hors médicaments, et jusqu'à 80% pour du verre coloré. On peut parler aussi du craft. Aujourd'hui, en France, 70% des emballages papier et carton sont recyclés. Les emballages craft sont plus légers, souvent monomatériaux, et ils viennent d'une source renouvelable naturelle ou recyclée. Le craft est issu de la filière du carton. Mais attention, en fait, il ne faut pas confondre avec le bois. Effectivement, les emballages ménagers en bois n'ont actuellement pas de filière de recyclage en France. Et enfin, demain, avec le recyclage chimique, il sera sans doute possible de séparer les matières complexes et qui pourront être désassemblées de manière chimique. On va parler ici de films multicouches destinés à la protection des aliments, des matériaux barrières, mais aussi des poches souples de type doigt-pack. Donc pour répondre à la question initiale, quelle solution pour l'emballage de demain, avec pour termes principaux le plastique et le recyclage, voici les 3 règles d'or pour réaliser des emballages recyclables. Donc il faut tendre dans la mesure du possible vers des emballages fabriqués avec une seule matière ou une seule résine, et donc créer des emballages dits monomatériaux. Que cette matière résine est une filière de recyclage sur le territoire national et que les éléments associés, surtout, ne perturbent pas le tri ni le recyclage. Donc, on viendra faire d'un emballage à l'avenir un autre emballage, mais aussi bien plus, comme Aurore vient de les présenter. Merci de votre attention et d'être resté avec nous. Cette présentation sera téléchargeable à l'issue du webinaire. Nous mettons ici les liens utiles qui vous permettront de vous aider et de vous accompagner dans vos projets. On a la liste des implantations de l'ADEME en France, le guide Infotri de Citeo qui rassemble l'ensemble des données pour être en accord avec les nouvelles exigences légales et réglementaires, et leur rapport annuel sur le tri et le recyclage, le hashtag Plus on sait, mieux on fait. On vous met également le lien vers l'outil Cotrep qui vous permet d'évaluer vos emballages plastiques en fonction de leur typologie, de leur matière et en vue de leur recyclage, le texte de loi AGEC
Et enfin, le rapport Ellen MacArthur. La fondation Ellen MacArthur, qui a été fondée en 2010, est parvenue en quelques années à placer l'économie circulaire à l'ordre des priorités des dirigeants d'entreprises, des gouvernements et de la recherche universitaire sur la scène internationale. C'est vraiment très puissant ce que cette fondation a réussi à faire et les acteurs qu'elle a réussi à réunir. Et enfin, on vous met les coordonnées de Fidel Fio pour vous permettre de nous joindre et de vous aider à la recherche de vos emballages. Nous espérons que cela permet d'éclaircir les choses. Nous pouvons donc passer à la partie questions qui vont nous être transmises par nos modératrices. Léon D nous demande qui doit payer la taxe Citeo et la taxe plastique du coup. Alors, en fait, la taxe Citeo, elle concerne les sociétés qui mettent sur le marché l'emballage conditionné. Donc, ce sont ces sociétés-là qui payent la taxe Citeo. Ce ne sont ni les fabricants d'emballage, ni les distributeurs d'emballage comme nous, par exemple, mais donc c'est bien le metteur sur le marché. Si aujourd'hui, vous avez un metteur sur le marché qui est français et qui vend en France, à ce moment-là, il paye cette taxe Citeo. Si vous avez un fabricant étranger qui utilise un intermédiaire français pour vendre ses produits, à ce moment-là, c'est cet intermédiaire français qui doit payer la taxe Citeo. Et si vous avez un fabricant étranger qui lui-même vend sur le marché français, c'est ce fabricant, ce conditionneur, cet assembleur d'emballage et de produits conditionnés qui va venir payer la taxe Citeo. Donc c'est à partir du moment où l'entreprise vend le produit conditionné en France, c'est cette entreprise-là en particulier qui va payer la taxe Citeo. La taxe plastique, là c'est l'État qui paye, puisqu'en fait cette taxe plastique, elle nous impacte finalement dans les divers calculs et balances qui se font. Elle nous impacte à moins de 100 millions d'euros. Donc ça veut dire que l'État ne peut pas nous l'impacter. Donc c'est l'État qui va prendre en charge cette taxe plastique et plus elle va créer de filières de recyclage, plus elle va avoir de quantité de matières recyclées, plus cette taxe plastique viendra diminuer. Donc l'idée, c'est charge à elle de venir améliorer les infrastructures et de permettre à bien d'autres plastiques que le PET et le PE et le PP d'être recyclés. Alors on a également Marie B qui nous demande ce qu'on pense des emballages papier ou carton avec une fine couche de plastique à l'intérieur ou à l'extérieur, qui sont des emballages avec 97% de papier. Donc là, Citeo... Alors c'est l'emballage principal c'est le recyclage de l'emballage principal qui prévaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si 97% de l'emballage, c'est du papier et 3%, ces 3%-là, ce sont du plastique. C'est la filière de recyclage du papier qui va être en charge de recycler ce type d'emballage, tout simplement. Donc c'est vraiment ce qui prévaut s'il y a une part prédominante dans l'emballage. C'est-à-dire que vous avez admettons 70% encore de papier et 30% de plastique, c'est encore la filière papier qui va être en charge de recycler l'emballage. C'était pour imager mes propos. Guyot B nous demande si le PEBD est recyclable. Le PEBD, basse densité. C'est une bonne question. Ça rentre dans la filière du PE. Effectivement. Je pense que ça doit rentrer dans... Mais c'est une question qu'on peut venir préciser par la suite. Je pense qu'on reviendra vers vous sur ce sujet, puisque effectivement, je sais qu'il y a une nuance entre le PEHD, donc dit polyéthylène dit haute densité, et le polyéthylène dit basse densité. Mais la nuance, je ne l'ai pas tout de suite en tête. Je vous l'avoue. On nous demande si quelle est la base végétale du bio-PET. Alors le
PET, la partie bio du PET, c'est le polyéthylène. C'est ça. C'est pour ça qu'on a, comme dans le 30%. PET, il y a 30% de polyéthylène, c'est pour ça qu'on arrive à sourcer ces 30% sur du PE du PE biosourcé, d'origine végétale, mais pas les 70 autres pourcents. Voilà. Parce que pour le moment, le téréphtalate ne peut pas être biosourcé. Donc, téréphtalate qui représente 70% du PET, de la composition du PET. Et donc, il y a des nouvelles matières qui sont en cours d'industrialisation, comme le PEF, le polyéthylène furanoate. Voilà. Je te laisse. Mais lui, industriellement, ça existe déjà, mais les quantités sont prises par des grands acteurs, et donc ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. Et on pense que la filière va vraiment se développer plus d'ici 5 à 10 ans. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il existe plein de projets différents, avec de nouvelles matières, avec de nouveaux procédés de recyclage. Et l'idée, c'est de valoriser ces projets et surtout d'avoir des projets qui peuvent amener à des productions industrielles. Parce qu'aujourd'hui, si la production industrielle n'est pas possible, ça ne nous permettra pas de proposer des solutions à un grand nombre, des solutions dites éco-responsables. Donc le principe, c'est d'avoir ces projets, de mener à bien ces projets, de voir s'ils sont rentables et possibles en grande quantité et en qualité. Et ensuite, on va plus loin sur le projet. Ou alors, on réserve ces quantités à un certain type d'emballage, plus particulier. C'est l'idée. Vanessa P. nous demande quelles sont les conditions pour apposer le logo Triman en 2021. Le logo Triman en 2021, à partir du moment où c'est un emballage ménager, il faudra l'apposer. Alors il y aura une partie recyclage, il faudra spécifier la partie qui sera recyclée et la partie qui sera à jeter. Ça, Citeo peut toujours vous conseiller, c'est pour ça qu'on vous a mis aussi le numéro de téléphone de Citeo qui est dédié à l'emballage. Si vous avez des doutes, alors vous pouvez aussi nous contacter, mais vous pouvez les contacter en priorité, puisque c'est eux qui vont avoir accès à la charte mise à jour finalement des consignes de tri. Et voilà, on les contacte assez souvent pour avoir des informations et pour pouvoir vous préciser ça le maximum possible. Mais voilà, d'ici 2021, le logo Triman, à partir du moment où c'est un emballage ménager, il faudra l'apposer. Et l'idée, c'est de venir l'apposer avec les consignes de tri pour avoir accès aux bonus plus importants que met en place le Citeo en 2021. Il faut savoir aussi que la grille tarifaire 2021, finalement, elle s'appliquera à la déclaration que vous ferez début d'année 2022. Donc cette grille tarifaire 2021, elle a été basée sur la loi AGEC qui a été signée le 10 février 2020, mais tout n'est pas encore sorti en termes de décret et de précision sur cette grille tarifaire. Donc cette grille, elle peut évoluer au cours de 2021. Dans tous les cas, elle sera à jour pour que vous puissiez faire, je l'espère, pour que vous puissiez faire votre déclaration en 2022. Voilà, on a pris le temps imparti pour les questions. Vous l'aurez donc compris, l'emballage idéal n'est pas encore né. Il est néanmoins probablement en gestation, on peut l'espérer. Chacun doit donc construire son produit en tenant compte de l'analyse du cycle de vie et de son axe RSE propre. Pour conclure, je reprendrai l'hashtag de Citeo. Plus on sait, mieux on fait. Savoir, c'est pouvoir agir et c'est ensemble que nous arriverons à construire et offrir des solutions meilleures. Merci à vous et puis à bientôt, sans doute, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir.